Et du coup, moi, c'est à moi de commencer cette chronique. Et Je vais enlever ça parce que ça. qu'est-ce qu'il a fait encore? Je vais laisser du violet plutôt. D'accord. Et donc, moi, je vais vous parler d'une petite réflexion que j'ai eue. Puisque, comme vous savez, je pense, YouTube actuellement, c'est un peu la merde. Disons qu'il y a une loi qui s'appelle la loi COPPA qui vient de Oh, passer. je savais pas, lol. LOL, il y a une petite loi qui s'appelle la loi COPPA et qui maintenant les contenus sur YouTube, c'était pour les gosses. T'as pas les pubs ciblées, donc t'as plus de moins de thunes, t'as pas les commentaires, t'as pas les playlists. Euh, Si on oublie le fait que tu puisses te faire supprimer ton compte Google. c'est ça, sachant que si jamais tu ne mets pas ta vidéo dans la bonne catégorie, parce que tu dis bah non mais franchement la Kono c'est pas du tout pour les gosses, et qu'il y a tout YouTube qui dit bah si c'est pour les gosses, bah on peut se faire strike. Yes. Voilà, et comment on sait comment ils sont sympathiques avec les créateurs de contenu, ça m'étonnerait, il y aura pas d'abus, hein, je pense pas, bizarrement. Il y avait ça, plus il y a eu différents problèmes autour de compte Google supprimé, de plein de trucs très sympathiques, de du coup la démonétisation en chaîne, de les vidéos porno pour enfants. L'article 13. Ça date, mais ça. En vrai, c'est passé l'article 13 hein, Ok. et ça fait pas grand chose. Mais voilà, Ouais, plein de trucs. mais ça fait quand Et même un peu partie de l'actualité YouTube, même si ça commence à dater. oui, et le droit d'auteur français, on l'encule. Bref, donc j'ai une petite réflexion en réfléchissant autour du podcast, en fait, parce que comme vous le savez, le podcast, c'est pas l'avantage du podcast, c'est que c'est pas centralisé. Bon, il y a un petit peu Apple Podcast qui fait un petit peu ce qu'il veut, mais c'est pas centralisé par rapport à d'autres contenus, ce qui est vachement bien. Et donc je me suis dit, bah tiens, et si on faisait une alternative à YouTube? Il en existe déjà une, ça s'appelle PeerTube, c'est développé par un développeur français qui bosse chez Framasoft. Donc en gros, c'est très inspiré de Mastodon. Donc en gros, tu as plein d'instances qui vont cohabiter entre elles et échanger des données. Et du coup, n'importe qui peut montrer sa propre instance. J'ai demandé un accès à une instance, j'ai toujours pas eu. Et j'ai pas tellement envie d'héberger la mienne. Donc voilà, donc tant pis. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, si on faisait une alternative, au lieu de la faire par rapport à Mastodon, si on la faisait par rapport au podcast. Donc cette alternative serait basée autour de la technologie des flux RSS, puisque comme vous le savez, les podcasts sont distribués sur un flux RSS qui en gros référencie les derniers épisodes. Et l'avantage des flux RSS, c'est que c'est pas le serveur qui a notifié la personne, c'est les personnes qui vont aller récupérer les données au serveur. Ce qui est vachement mieux, parce que t'as pas une base de données à conserver. C'est plus pratique, bizarrement. Et donc voilà, il y aurait un flux par chaîne. Dans mon idée, il y aurait un flux par chaîne. Donc chaque chaîne euh, FeedTube, chaque chaîne FeedTube, trop chiant à dire, chaque chaîne tube aurait son propre flux RSS dans lequel il y aurait des informations classiques des flux RSS, c'est-à-dire la description de la chaîne, le titre de la chaîne, des trucs comme ça, mais aussi un espace de nom personnalisé, puisqu'en fait, comme vous le savez peut-être, l'avantage du XML, donc la technologie sur laquelle, enfin le langage sur lequel est basé le RSS, c'est qu'il y a une possibilité d'introduire nos propres noms nos propres namespaces, espaces de nom. En gros, espaces de nom qui vont nous pouvoir, puisqu'en gros, le XML. Tiens, allez écoutez mon épisode de script, j'en parle. Bref, oh l'autopromo, oh attends, c'est pas terrible. Je croyais qu'on n'avait pas le droit. J'ai le droit à mon joker. Oui, oui, t'as le droit. Donc voilà, l'avantage du XML, c'est qu'il ne vous dit pas comment écrire votre code, mais comment doit être structuré votre code, plus ou moins comme ça. Et donc en gros, vous avez plein d'espaces de noms. Donc le RSS à la base, c'est un espace de nom. Faire des podcasts sur iTunes, c'est un espace de nom d'iTunes, plein de trucs comme ça. Et donc ce serait basé autour d'un espace de nom qui rajouterait plein de choses sympathiques, genre par exemple, bon la photo c'est déjà dans le flux RSS, mais on pourrait aussi donner un lien pour vers les réseaux sociaux. On pourrait donner des liens vers, si on veut reproduire sur YouTube, vous voyez à droite la catégorie avec les chaînes qu'on recommande. Bah paf, on peut aussi le mettre là, on peut mettre des liens, on peut mettre aussi peut-être des playlists. On peut faire un système de playlist, puisque une des autres idées serait de faire que chaque playlist ait son propre flux RSS. Parce qu'une playlist, c'est quoi? Un truc ordonné de trucs. Enfin, c'est un truc ordonné de vidéos. C'est très précis, c'est cool. Ta gueule. C'est un groupe de vidéos ordonnées. Et bah, un flux RSS, ça colle parfaitement pour ça. Donc les personnes pourraient s'abonner à la fois à des chaînes, mais aussi à des playlists. Il y aurait une balise pour la vidéo, par exemple, une balise pour les miniatures, et une pour la description. Donc par exemple, on pourrait aussi améliorer YouTube en permettant la mise en forme de la description, qui serait plutôt pratique. Peut-être une des alternatives, parce que ce qui est vachement bien avec YouTube, c'est d'avoir différentes qualités. Puisqu'en fait, pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, on envoie notre vidéo à YouTube et YouTube fait bah vas-y, je te la retraite et je te génère 5 fichiers vidéo de 5 qualités différentes. En fait, c'est pas un seul fichier et après tu vas le décoder de 5 qualités différentes, c'est 5 vidéos stockées sur leur serveur. Et donc tu pourras avoir une balise pour avoir différentes qualités de vidéos. Ce qui peut
Et après, c'est toi qui choisis ou... Bah en fait, ça pourrait retourner comme sur YouTube en fait. Tu pars de ta vidéo, donc tu vas chercher dans le flux RSS, et tu as un petit engrenage, tu choisis la qualité, et lui va chercher dans la balise correspondante le fichier vidéo. Et la compression dans tout ça? Bah la compression, c'est toi qui la gères côté serveur, du coup ça. Mais j'en parle après, du coup, de comment je vais faire ça concrètement. Non, parce que la compression YouTube, Oui, non, mais ta gueule. Donc en gros, peut-être démonter ça tes laisserait infos. la possibilité à n'importe qui d'héberger ses vidéos sur un serveur. Plus de dépendance à YouTube, ce qui est bien, parce qu'on dépendrait plus d'une seule plateforme. Mais d'un autre côté, ça fait des coûts, parce qu'il faut payer des serveurs. Et bizarrement, la vidéo, c'est plus volumineux que l'audio. C'est bizarre. Rien compris, mais posez les questions que vous avez, je me débrouillerai. Pour Au pire, essayer. tu m'en auras plus tard, je t'expliquerai quand tu veux. Mais posez-les dans le chat, j'essaierai de répondre, comme ça ce sera le plus clair possible. Après, il y aurait aussi la possibilité du coup de s'abonner au flux classique, parce que ce qui est bien avec un flux RSS, c'est si on respecte les flux RSS, enfin le standard, bah, il y a plein de lecteurs qui supportent le truc, c'est vachement bien, il n'y a même pas besoin de créer des applications supplémentaires. On pourrait créer aussi quand même des applications supplémentaires pour pouvoir voir des vidéos, donc s'abonner à des flux qui géreraient nos abonnements, qui pourraient mettre en place des commentaires, parce qu'il n'y aurait pas de standard de commentaires à la base, mais que les plateformes elles-mêmes puissent mettre en place leurs commentaires, ou mettre en place une plateforme globale au-dessus qui, en gros dit, bah tiens, mais les commentaires, tu vas me les envoyer à cette adresse-là, des choses comme ça qui peuvent être très sympathiques aussi et agréables. Mais on retourne sur le problème de la centralisation après, pour aussi mettre en place un système de pouces bleus, pouces rouges, des abonnements, plein de trucs très classiques. Et il y aurait du coup pas d'obligation de figurer dans ces annuaires, puisque n'importe qui peut partager ses vidéos comme il veut. Et c'est vraiment une très bonne chose. Ça pourrait aussi mettre en place un marché secondaire, puisque ça pourrait amener à la création d'hébergeurs qui pourront aider à l'hébergement des vidéos, comme il existe un peu comme PodCloud, qui permettrait d'héberger ces vidéos, qui permettrait de générer ces flux et plein de choses comme ça, qui aussi proposerait des services comme tu lui fais une vidéo, bah lui il te la fait dans 5 formats différents, des trucs comme ça qui peuvent être très pratiques. Et en gros, c'est juste du temps de serveur et un peu de développement. Mais c'est rien de très compliqué. Ou encore des hébergeurs tout simples comme Ocha. Donc oui, je parle d'Ocha. Mais c'est bien. Enfin, j'étais content d'être chez eux, mais j'ai juste un problème avec leur prix, qui était un peu trop cher pour moi. Bref, qui permettrait de mettre en place un hébergement avec la création d'un site, la gestion du flux, la gestion des flux pour les playlists, plein de choses très sympathiques. Il y aurait aussi en place un système pour les commentaires, bref, ça j'ai déjà dit. Et il y aurait peut-être limite, pareil, un système de login pour se connecter entre les plateformes. Donc en gros, on va vite fait. Est-ce que je conclue ou j'ai pas mal de choses à dire encore. Mais par rapport à YouTube, il y aurait différents avantages. On n'aurait plus de dépendance à des plateformes. On n'aurait plus de dépendance à des algorithmes, puisque ce sera juste en gros, bah tiens, les dernières vidéos qui sont sorties. Mais les plateformes peuvent quand même mettre en place de l'algorithme derrière pour conseiller les bonnes vidéos, comme ce qui se passe avec le podcast avec Magellan. Et on sait tous que c'est fabuleux, Magellan. Il y aurait une plus grande liberté, puisque n'importe qui pourra publier ses vidéos. Genre pour le podcast, j'ai passé des musiques copyrightées dedans, dans d'autres podcasts que je produis. Bah, YouTube m'a pas encore strike. Bon, je suis sur YouTube maintenant, mais ça faut pas le dire. Parce qu'ils peuvent être des choses bien pratiques. Il n'y aurait pas d'obligation de création de compte ou de partage de données personnelles, parce que YouTube, comme on dirait, ils pompent, hein, ils te prennent des trucs, ils savent tout sur toi. Dis donc, tu cherches le terminal de paiement SumUp sur Google, après pendant 3 semaines, tu as des pubs pour ça. Bizarrement, hein, c'est pas du tout quelque chose qui m'est arrivé. Et en gros, ça permettrait de ne pas avoir des données perso et d'avoir juste des données classiques, comme il existe pour le podcast, qui fait, en gros, c'est juste le nombre de téléchargements des vidéos. Point. Et ça marche. Et ça suffit. J'ai pas besoin de plus. Après, par rapport à YouTube, il y a quand même quelques petites choses que je n'aurais pas comment faire d'équivalent. Par exemple, pour tout ce qui est le système d'annonceurs. Oui, mais j'en parle après. J'en parle, c'est dans les désavantages. D'accord. Je fais les avantages et les désavantages. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de désavantages à ce système, mais on va voir après. Il y aurait aussi une base open source, parce que c'est cool que ce soit open source quand même, parce que du coup c'est un projet que j'ai et que je vais essayer de faire, et toute la base et tout le namespace et les applications de base seront open source, parce que c'est quelque chose auquel je tiens, et je trouve que l'open source, ça permet de quand même vachement aider à la publication du bousin. On regarde Internet par exemple. Il y aurait aussi le respect des lois françaises en termes de droits d'auteur, ou non, mais en gros, bah tiens, t'as la liberté de parodier et tout ça, bah t'as pas YouTube qui fait « Oh non, j'ai mes copains qui me disent que c'est pas bien. Ouais, mais en fait, je suis pas d'accord. Ok, bah alors mon copain, il est pas d'accord avec toi, qu'est-ce que tu fais? Bah non, mais moi je veux ma thune. Ok, bon bah il a dit qu'il est pas d'accord, dans le la thune quand même. » Rappelons que actuellement, les personnes qui portent plainte chez YouTube, enfin, pour scénariser, les personnes qui portent plainte à YouTube pour non-respect des droits d'auteur, c'est aussi eux qui vous jugent.
C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ça pourrait aussi être la possibilité de remplacer le fichier d'une vidéo directement. Parce que sur YouTube, une fois qu'une vidéo est publiée, enfin, tout simplement, tu peux pas remplacer la vidéo. Point. Ça marche pas. Et il n'y aurait pas de système de vue, de notation, des chiffres par défaut. On revient à juste produire pour le plaisir. Bon, après, je sais qu'il y a des personnes que ça n'intéresse pas. Et que, bon, je peux comprendre parce que j'aime bien aussi regarder combien de téléchargements j'ai, et j'aime bien avoir des retours aussi, c'est vachement pratique. Mais voilà. Donc ça, c'était un petit peu tous les avantages de ce système. Maintenant, on va voir les avantages. Il y a 3 tomes. Euh, non, en gros, il y a pas mal, il y a quand même des désavantages, mais après, c'est comme d'habitude, il faut peser le pour et le contre. Voilà. Donc, les désavantages, bah, l'obligation de payer son propre hébergeur. Point. Déjà, ça, c'est un énorme désavantage parce que bah, nous, pour l'Alconos, on paye un abonnement chez OVH à 3,56 € par mois, je crois, pour 100 Go. Bah, 100 Go de vidéo en 1080p ou même 1920, du coup 1080p ou 720p ou même 4K, bah, les 100 Go, tu les remplis rapidement. Et l'avantage de... Surtout en 4K. Voilà. Et l'avantage de YouTube, c'est qu'ils ont ce serveur, les serveurs de Google, qui gèrent le truc. Il n'y aurait pas d'onglet tendance de recommandation par défaut. Sauf si des applications développent ce système. Donc ça peut être à la fois un avantage, parce que du coup, tu n'as pas la course aux tendances et tu ne déprimes pas de voir qu'il y a encore un prank sur les clowns. Mais d'un autre côté, ça peut désavantager les gens et faire moins de découvertes. Il y aurait une plus grande liberté, mais du coup, la possibilité de partager les contenus haineux, illégaux, bah, on tombe sur la juridiction normale du coup, mais ça peut être beaucoup plus problématique. C'est-à-dire Après, pour ce domaine de tout ce qui est pas légal, il n'y a pas besoin de ce système pour que ça existe déjà. Je veux dire, c'est. Bien sûr que oui, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que YouTube, tu as un système de report. Ce que là, tu n'aurais pas. Parce qu'en gros, tu fais il est méchant la vidéo, bah, tu te fais bannir de l'annuaire, mais tu t'en fous. Le flux RSS, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin d'annuaire. Et donc, c'est la personne de supprimer. Bah, à ce moment-là, tu portes plainte. Et c'est la juridiction normale, et ça retombe sur la loi française normale. Sauf si là, aux Philippines. Mais là, du coup, ça marche pas. Mais voilà. Il n'y aurait pas de régie publicitaire. T'en parlais avant. Par défaut, parce que YouTube il propose une régie publicitaire et permet aux gens de gagner de la thune. Bon, plus grand chose, mais il permet aux gens de gagner de la thune. Mais donc ce serait plus difficile d'avoir de la monétisation. Mais d'un autre côté, ça fait un meilleur CPM, donc coût par 1000, puisqu'il n'y aurait pas de partage entre les personnes. Et c'est ce qu'on voit avec le milieu du podcast. Bon, j'ai jamais monétisé, donc je ne peux pas trop parler là-dessus, mais on se rend compte, du peu que j'ai lu, le CPM dans le podcast est vraiment bon. YouTube, on doit être à moins d'1 € sur les podcasts. On peut être jusqu'à 10, 20 € ou même plus. Ce qui est vraiment pas dégueu. Et ce qui peut du coup, ça renforce la rentrée d'argent. Mais ça veut dire que quand tu es un petit, tu peux pas déjà gagner un minimum d'argent. Mais bon, il y a Utip, il y a Patreon, il y a tout le bordel. Pour les youtubeurs, ça voudrait dire recommencer presque à zéro, puisque ce sera un service de niche. C'est un truc, en gros, ça va être un truc... bon, si moi je le fais, ce sera moche. Oui. C'est aussi le problème qui a été reproché beaucoup à Peertube, dont on avait parlé avant, c'est que c'était trop niche au début et que ça n'a pas réussi à prendre l'inertie. Mais là, ils sont vachement améliorés. Peertube, j'ai retourné dessus. L'interface est vraiment propre. Et il y a beaucoup d'avantages. Genre déjà, l'importation directement depuis YouTube. On va pas se mentir, c'est pratique. Mais voilà, donc ça voudrait dire, c'est comme pour les personnes qui peuvent se barrer sur Dailymotion. Bon, Dailymotion, c'est cassé. Mais voilà, si des YouTubeurs veulent changer de plateforme à cause des problèmes, bah, ils recommencent à zéro. Et YouTube a quand même cet avantage d'avoir une certaine grosse communauté et notoriété. Il n'y aurait pas les gros serveurs Google pour l'hébergement des vidéos, donc il y aurait un plus long temps d'attente. Et tes serveurs ils pourraient être plus surchargés. Et aussi, Google, ils ont quand même des serveurs aux 4 coins du monde. Et donc, si tu es en Chine, mais si tu es au Japon, par exemple, bah, ils ont un serveur plus proche de chez toi que si tu es américain et que tu as ton serveur en Amérique, bah, tu n'as pas à te taper tout le trajet jusqu'en Amérique. Ce qui est quand même pratique. Il n'y aurait pas forcément d'app mobile au début, parce que ça peut être quelque chose qui peut être fait pour le web à la base. Et il n'y aurait pas de gestion automatique de différentes qualités de vidéo par défaut, puisque c'est à la personne de gérer ça. Et il y aurait je vais essayer de finir rapidement pour ne pas prendre trop de temps non plus, mais en gros, il y aurait des améliorations envisageables. Par exemple, le développement d'hébergeurs annexes proposant des services que donne Google. Par exemple, la qualité de la vidéo, avoir différents serveurs dans le monde, pouvoir gérer les commentaires, plein de trucs comme ça, qui pourraient être vraiment super pratiques et basés toujours sur cette techno open source derrière. C'est bien, tu as ton site comme chez Ocha, par exemple, où Ocha, ils ont une belle page. Genre, tu peux écouter les épisodes, tu as tout directement sur Ocha.
Mais derrière, tu as quand même un flux RSS pour le partager sur les hébergeurs de podcasts sur les annuaires de podcasts classiques. Et ce qui est vraiment pratique. Je prends Ocha comme exemple parce que voilà, j'aime beaucoup PodCloud, mais je trouve que Ocha est plus représentatif de ce que pourrait être, bon, pour le moment, de ce que pourrait être un hébergeur. Enfin, un hébergeur sur ce service-là. Après, il y aurait aussi peut-être du développement d'applications pour les sites web, pour le mobile, peut-être des apps open source et faites par la communauté, ce qui pourrait être vraiment améliorer les choses. Et surtout, tu pourrais regarder sur ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de passer par le site forcément. Tu peux regarder sur n'importe quelle application. Et si tu es basé sur le RSS, bah, rappelons-le, si tu as un minimum bidouilleur, tu peux quand même créer ton propre truc. Voilà. Il pourrait y avoir aussi des développements d'outils de mesure comme PodTrack dans le podcast, ou ce que fait Médiamétrie. Bon, c'est très critiquable ce qu'ils font parce que c'est un peu pourrave, mais et surtout c'est encore pire que ce qu'on fait actuellement. Disons que, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, Médiamétrie a lancé un outil d'analyse de podcast. Mais là, ce que fait PodTrack, c'est en gros, il compte le nombre de personnes qui accèdent au lien et voilà. En gros, c'est ça. Bah, Médiamétrie, il planque un petit bruit sonore dans ton podcast bizarre. Et en fait, c'est pas les téléchargements qui comptent. C'est un panel de personnes. Tu as 2000 personnes qui ont un boîtier et qui, en gros, quand tu as le boîtier qui entend le son, bah, il continue d'écouter. Donc, en gros, les grosses radios, ce sera plus basé sur le nombre de téléchargements réels, mais sur, dis donc, sur 2000, tu en as 1000 qui ont écouté. Ça veut dire qu'il y a à peu près 30 millions de Français qui ont écouté. C'est à peu près comme ça qu'on fait les calculs à la télé, on va pas se mentir. Oui. Pour avoir déjà participé à des études de médiamétrie, c'est à peu près comme ça. Et au final, il y aurait aussi des développements d'annonceurs qui seront faits pour ce système, ce qui peut être vachement pratique. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez des choses à dire sur ce truc. J'ai faim. Putain. Non, plus sérieusement, c'est si vous... assez intéressant. Je pense que le plus compliqué, ce serait le même problème que j'ai parlé juste avant pour Framatube, enfin PeerTube, enfin c'est la même chose. C'est vraiment, c'est bien, ça existe, ça peut être très bien fait, mais le problème c'est de réussir à le faire démarrer. C'est ça le gros souci qu'il y aurait, c'est que si c'est moi qui le code, ce sera moche. Parce que je sais pas. Après, mais voilà. niveau interface, tu sais que je suis pas mauvais, donc là-dessus. Oui, bon, surtout déjà développer le namespace et la techno derrière, mais après Déjà, voilà. Quand tes noms de variables, c'est Michel et Jean. C'est vite tes couilles. Quoi C'est pas vrai. À la nuit de l'info, Ouais, ça va être pratique. Hein. VAR 1, Ah oui, VAR non. 2, VAR 3, VAR 4. D'ailleurs, Non, on non. pourrait nous retrouver peut-être à la nuit de l'info si tout va bien, On y sera normalement. si c'est pas reporté ou annulé. On y sera normalement. Donc voilà, ça. Même si c'est annulé, on y va. Ta gueule. On le fait dans la rue, ok? Mais du coup, voilà, ça peut être. C'est juste pour le moment un outil de réflexion. Et je voulais le poser quelque part parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et que je le trouve intéressant. Et j'avais la flemme d'écrire un article Medium. Donc c'est bien. Là, j'en ai parlé pendant un quart d'heure. Voilà, c'est cool. Mais voilà. Et ça pourrait être, par exemple, regardez pour les flux RSS pour les podcasts. Regardez le nombre d'hébergeurs de podcasts qui existent. Bon, ça explose parce qu'il y a tout le monde qui se met au podcast actuellement. Mais bon, moi compris, on est d'accord. Mais nombre d'hébergeurs, allez. Ceux que je connais. Ocha, PodCloud, Acast, SoundCloud, Anchor, Pipa. Bon, maintenant c'est Acast. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Podcastic qui sont aussi français. Il y a tu te démerdes avec ta bite et ton couteau et ton serveur. Tu te démerdes avec ta bite et ton couteau et archive.org. Il y a plein de trucs comme ça. Raspberry, Oui, mais ça c'est plus galère. Mais voilà, il y a plein de choses qui sont développées autour du podcast. Et il y aura peut-être un engouement pareil pour la vidéo. On espère. Je développerai peut-être ça quand j'aurai le temps. Si j'ai le temps, un jour. Voilà. Pour l'instant, tu l'as pas avant la fin de l'année. Oui.